Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Logique juridique, fondé par Gérard Marcoux, dirigé par Jean-Claude Nemery et Thomas Peyroux. Le droit n'est pas seulement un savoir, il est d'abord un ensemble de rapports et pratiques que l'on rencontre dans presque toutes les formes de société. C'est pourquoi il a toujours donné lieu à la fois à une littérature de juristes professionnels, produisant le savoir juridique, et à une littérature sur le droit, produite par des philosophes, des sociologues ou des économistes notamment. Parce que le domaine du droit s'étend sans cesse et rend de plus en plus souvent nécessaire le recours au savoir juridique spécialisé, même dans des matières où il n'avait jadis qu'une importance secondaire, les ouvrages juridiques à caractère professionnel ou pédagogique dominent l'édition, et ils tendent à réduire la recherche en droit à sa seule dimension positive. À l'inverse de cette tendance, la collection Logique juridique des éditions L'Harmattan est ouverte à toutes les approches du droit. Tout en publiant aussi des ouvrages à vocation professionnelle ou pédagogique, elle se fixe avant tout pour but de contribuer à la publication et à la diffusion des recherches en droit, ainsi qu'au dialogue scientifique sur le droit. Comme son nom l'indique, elle se veut plurielle. Dernière parution. Nicolas de Monron, le préfet stratège. La déconcentration en Basse-Normandie de 1981 à 2017, 2021. Marie-Laure Besson, l'obligation de délivrance dans les baux commerciaux 2021. Louise Faure et Jean-Baptiste Guillonnet dire, consentement et droit public 2021. Souleymane Diarra, la responsabilité contractuelle du transporteur aérien en droit malien, contribution à l'étude de l'application des conventions internationales dans un contexte africain, 2021. Mariam Hamzeh TARCHI, le droit international de la délimitation des frontières, 2021. Rama Bentirou Matlouti, le droit à un environnement sain en droit européen, dynamique normative et mise en œuvre jurisprudentielle, 2020. Serge Surin, les travaux préparatoires dans l'interprétation constitutionnelle. Étude d'une stratégie interprétative du Conseil constitutionnel français, 2020. Romain Soustel, réchauffement climatique et droit des brevets. Carcan du pollueur et turbine de l'innovation verte, 2020. Faisal Atri. Droit du contentieux, international aérien. Copyright L'Harmattan, 2021 5 à 7, rue de l'École Polytechnique 75 005 Paris, www.editions-harmattan.fr, EANIPUB, 978 2 336 92 611 7. Introduction générale. Tous les États disposent d'un espace aérien, alors qu'ils ne sont pas toujours pourvus de façades maritimes. La géographie fait donc que le domaine aérien intéresse, de facto, tous les États. Qu'ils soient enclavés ou côtiers, du nord ou du sud, dépositaires d'un grand ou d'un petit territoire, d'une aviation développée ou non, l'aérien les intéresse tous, et ce à deux titres. Il les intéresse d'abord individuellement compte tenu de l'importance presque vitale que revêt l'aviation civile pour chaque État sur plusieurs plans, économique, politique, technologique, sanitaire, crise mondiale Covid-19 par exemple, stratégique, environnementale, médiatique, voire symbolique. Il les intéresse ensuite collectivement par cela même que l'aviation civile constitue un domaine par essence international. Les termes aviation civile et internationale constituent à la limite un pléonasme en ce sens que les aéronefs, et notamment les avions, passent l'essentiel de leur vie au-delà des frontières géopolitiques de leurs états d'immatriculation survolant en permanence des territoires différents et donc des systèmes juridiques différents. Le droit régulant l'activité aérienne, le droit international aérien, le DIA, se réclame tout aussi d'un fort caractère international. Défini comme l'ensemble des règles portant en relation avec la navigation aérienne, sur le milieu, les appareils, les personnes, les biens transportés, les déplacements aériens et leurs effets juridiques, le DIA affirme de plus en plus une identité internationale aux dépens des identités souveraines. Les États ne légifèrent individuellement que très peu sur l'aviation civile en comparaison avec l'action normative des institutions aériennes internationales, dont l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, en constitue la plus importante incarnation. Qualifiée par le professeur Alette Manin comme l'autorité mondiale de l'air,
l'OACI dispose d'un réel pouvoir normatif à l'égard de ses États membres traduisant, d'une certaine façon, la prépondérance du caractère international du DIA. Depuis le début des années 90, cependant, l'aviation civile et le DIA ne font pas que s'internationaliser, mais ont de plus en plus tendance à se mondialiser. Intensification des interdépendances entre acteurs aéronautiques, rapprochement des systèmes juridiques étatiques au sein d'un ordre international commun, émergence d'acteurs aéronautiques nouveaux, foisonnement des juridictions internationales compétentes dans le règlement des différends naissant du déroulement de l'activité aérienne. Ces illustrations et d'autres mettent en évidence une réelle mondialisation du fait aérien. Cette mondialisation est dans une large mesure un phénomène pluridisciplinaire qui peut s'examiner sous différents angles, économiques, politiques, scientifiques ou culturels. Le droit, agent régulateur de ces disciplines, n'est pas en marge, se mondialise tout autant. De par son caractère transversal, le droit entretient une constante relation d'interdépendance avec chacune des disciplines régulées et se mondialise au gré de leur transformation. Lorsque ce droit régule une activité aussi internationalisée que l'aviation civile, il a tendance à subir davantage les effets de la mondialisation. Le DIA ne se mondialise cependant pas, ou plus, à titre incident en subissant les effets de la mondialisation des autres disciplines, mais devient avec le temps lui-même objet de la mondialisation. Les problématiques juridiques provoquées par le déroulement de l'activité aérienne dépassent les frontières des États. Les litiges aériens se délocalisent d'une juridiction à une autre, d'un État à un autre, et des notions juridiques nouvelles, telles le law shopping ou le forum shopping, ont fini par s'y installer. Les bases d'un ordre juridique mondialisé s'instaurent progressivement et obligent les États à aligner leur législation sur la législation internationale. Bien que le système international demeure foncièrement westphalien, en ce qu'il consacre toujours et encore la souveraineté comme son déterminant fondamental, la mondialisation du DIA implique un certain niveau d'estompement de la souveraineté au profit d'une communauté transnationale nouvelle empiétant sur un domaine traditionnellement réservé aux États. Leur capacité régalienne à dire exclusivement le DIA s'érode progressivement sous l'effet d'une mondialisation doublement influente. L'influence est d'abord normative. La légitimité du DIA ne se puise plus dans le positivisme étatique, mais s'associe en outre à l'action d'acteurs aéronautiques nouveaux. Organisations intergouvernementales, ONG, constructeurs aéronautiques, fournisseurs des services aériens, associations des victimes des accidents aériens, riverains des grands aéroports, individus. Rappelons que ce qui rend un droit international quelconque opposable à ces sujets est avant tout sa reconnaissance par les États souverains. Ceux-ci créent le droit qui organise leurs relations. Cette capacité normative traditionnelle est de plus en plus contestée sous l'effet de la mondialisation par l'action de ces nouveaux acteurs, tant quasi-étatiques qu'infra-étatiques. L'influence est ensuite juridictionnelle. L'apparition de juridictions nouvelles non exclusivement interétatiques rend compte des transformations profondes qui touchent le DIA. Son interprétation ne se conçoit pas, ou plus, exclusivement dans des logiques stato-centrées au sein de juridictions internationales ne reconnaissant que les États, mais découle de plus en plus d'un contentieux hétéroclite entre acteurs divers. L'ordre international administrant le domaine aérien se transforme ainsi au gré de deux déterminants fondamentaux, mondialisation et souverainisme. Une dualité qui lui confère une nature hybride, échevelée, associant centralisme, sous l'effet de la mondialisation, et anarchie, sous l'effet du souverainisme. Il ne s'agit pas d'un ordre totalement centralisé, car bien que la mondialisation participe à la hiérarchisation des rapports interétatiques, l'aviation civile touche des domaines vitaux que les États n'acceptent point de léguer à un ordre supraétatique. En même temps, il ne s'agit pas d'un système totalement désordonné vu que les règles du DIA participent activement à la normalisation des relations internationales aériennes. Ainsi, tout en aspirant à la hiérarchisation de ces structures, l'ordre normatif aérien international continue de dépendre de la condition souveraine des États. Outre ce premier caractère de l'ordre normatif international aérien, dépendance au souverainisme et aspiration à la hiérarchisation, celui-ci se distingue par un second caractère tout aussi important, un imposant caractère technique.
La diversité des problématiques de l'aviation civile fait en effet que la voie sectorielle est souvent empruntée pour l'élaboration des nouvelles règles du DIA. En effet, les États ne s'étant toujours pas accordés sur un cadre global de régulation de l'aviation civile continuent de légiférer par secteur d'activité aux frais d'une fragmentation du DIA. La Convention de Chicago, principal texte international en la matière, n'aborde par exemple que les considérations aéronautiques techniques. Les considérations économiques de l'aviation civile continuent jusqu'alors de se réguler par une nébuleuse d'accords bilatéraux entre pairs d'États. Cela touche à la fois le DIA, mais également le système de règlement des différends aériens internationaux. Aussi bien les juridictions internationales à compétence générale que les juridictions spécialisées interviennent dans la matière, et ce sans une coordination antérieure de leur action. Chacune apporte des lectures distinctes, voire par moments contradictoires aux mêmes règles initiales. La substance du DIA s'atomise ainsi autour d'interprétations disparates. Ce constat est d'autant plus avéré si l'on tient compte du fait que la notion de souveraineté implique que les États possèdent des pouvoirs juridictionnels discrétionnaires. Rien ne les oblige de se rendre devant une juridiction internationale pour le règlement d'un différend. Dès lors qu'un État est souverain, il possède toute la capacité juridique d'accepter ou de refuser de se rendre devant une juridiction internationale, voire d'accéder à la juridiction de son choix qui lui semble la plus opportune. Le DIA a beau être consenti par un grand nombre d'États et présenter des qualités d'uniformité et de stabilité, ces qualités deviennent moins soulignées dès lors que la fonction d'interprétation du DIA est l'œuvre de juridictions disparates et d'un système fragmentaire de règlement. Bien que l'OACI œuvre depuis sa création pour l'uniformisation des règles du DIA, son action en la matière demeure très insuffisante, et pour cause précisément son mécanisme de règlement des différends. La Convention de Chicago confère en effet dans ses articles 84 et suivants au Conseil de l'OACI le pouvoir de régler les différends qui naissent de son interprétation ou de son application. Dès l'abord, ce mécanisme paraît assez abouti, émanant d'une convention qui rassemble la quasi-totalité des États du monde, 192 États membres, associée à une institution à forte compétence technique, l'OACI, qui offre aux justiciables la possibilité de faire appel des sentences devant la CIJ ou devant un tribunal arbitral ad hoc et qui est muni d'un réel pouvoir de sanction pouvant aller jusqu'à la suspension du droit de vote de l'État mis en cause ou l'interdiction de survol à l'encontre de ses compagnies aériennes. Pourtant, en dépit de tous ces avantages, le mécanisme de règlement de l'OACI demeure très peu utilisé par les États. Depuis sa mise en place en 1947, et sur les 19 différends soumis au Conseil de l'OACI, seuls 7 ont pu conduire à une solution entre parties, dont aucune sur une base juridique, mais simplement sur une base politique, c'est-à-dire sur la base de l'arrangement et de la négociation. La distance entre potentialité juridictionnelle du mécanisme et état de ses résultats est d'autant plus importante que la majorité des différends a été soumise au Conseil au lendemain de sa création. Depuis lors, plus particulièrement depuis les années 80, très peu de différends lui sont soumis. Alors que le rang de l'OACI comme organisation internationale centrale dans l'aviation civile et la pertinence de son mécanisme de règlement sont des facteurs qui devraient normalement favoriser le développement de son action juridictionnelle, les résultats semblent très en deçà de ses potentialités, et ce face à une augmentation continue du nombre de différends en la matière. Cela conduit, par la force des choses, les justiciables aéronautiques internationaux à explorer les pistes de multiples juridictions, non nécessairement spécialisées dans le domaine aérien et dont l'action est totalement déstructurée. Nous considérons alors que la problématique du règlement des différends internationaux relatifs à l'aviation civile est avant tout une problématique de fragmentation. Fragmentation d'abord du système de règlement qui entraîne ensuite une fragmentation du DIA et de l'ordre normatif aérien international dans sa globalité. Cet ouvrage a pour ambition d'étudier l'incidence du fonctionnement, ou plutôt du mauvais fonctionnement, du mécanisme juridictionnel de l'OACI sur l'état actuel de l'ordre normatif aérien international. L'inadéquation de ce mécanisme par rapport aux exigences actuelles en matière de règlement des différends aériens internationaux autorise l'accession de nouveaux mécanismes non spécialisés encore plus inadéquats
et favorise une fragmentation notable de l'ordre normatif international aérien. Première partie. Pour expliquer cette situation, nous formulons 3 hypothèses de recherche. Des hypothèses qui nous permettront dans un second temps d'examiner les perspectives d'unification du système de règlement. Seconde partie. Nous considérons d'abord, dans la première hypothèse de recherche, que l'aviation civile possède des caractères de pluridisciplinarité et d'internationalité, qui exaltent l'anarchie et le souverainisme qui caractérisent le système international. Ce système, cadre de déroulement des relations internationales, se démarque en effet par son état d'anarchie, c'est-à-dire par l'absence d'un pouvoir central supraétatique qui détient ce que Max Weber appelle le monopole de la violence légitime. L'absence d'un gouvernement mondial met les États souverains dans une constante situation de concurrence fortement génératrice de conflictualité. Or, comme les relations aériennes se déroulent pour l'essentiel dans un cadre international et concernent les intérêts les plus vitaux des États, économie, territoire aérien, sécurité, etc., cela les conduit à user de leurs attributs souverains, protectionnisme exagéré par exemple, pour défendre leurs intérêts, ce qui n'est pas sans générer de multiples tensions et affirmer de surcroît le caractère anarchique du milieu international. La seconde hypothèse de recherche consiste à penser que l'aviation civile internationale possède un potentiel litigieux particulièrement important. Ce que nous appelons potentiel litigieux de l'aviation civile est sa prédisposition ou sa capacité à générer des conflits internationaux compte tenu des caractéristiques qui lui sont propres. Les différends aériens internationaux sont assez complexes et suscitent des problématiques épineuses et variées. Délimitation des espaces aériens souverains, création des zones d'interdiction de survol, commerce d'aéronefs et des services aériens, échange des droits de trafic, de transit et d'atterrissage, réduction des émissions de gaz à effet de serre et des nuisances sonores d'origine aéronautique, questions de sécurité et de sûreté aérienne, emploi des nouvelles technologies, accidents aériens, etc. La diversité des problématiques constitue une source sérieuse de conflits internationaux particulièrement tendus, pouvant conduire à des situations de rupture de la paix sur le plan international. En témoignent les tensions qui ont suivi, par exemple, les affaires de Lockerbie, la destruction de la Korean Airlines 007 ou encore de l'Iranair 655. De là se manifeste une réelle nécessité à mettre en place des mécanismes efficients de règlement pacifique des différends aériens internationaux. La communauté internationale a inéluctablement réalisé de considérables progrès en la matière. Reconnaissance de L', obligation du règlement pacifique des différends comme une norme impérative, reconnaissance du caractère obligatoire des négociations entre parties au litige, foisonnement des institutions juridictionnelles, multiplication des modes juridiques et politiques de règlement, développement des modes alternatifs de règlement, des arbitrages électroniques et des voies accélérées de règlement particulièrement favorisées par la crise Covid-19. Nous considérons néanmoins que ces progrès demeurent insuffisants pour aplanir les différends aériens internationaux, en raison d'une part du sérieux de leur potentiel litigieux, et d'autre part de l'inadaptation et de la fragmentation des mécanismes existants. Il convient, malgré tout, de rappeler le rôle joué par les organisations internationales en la matière. Qu'il s'agisse de règlements politiques sur la base des négociations, des bons offices ou de la médiation, ou de règlements juridiques se rapportant à l'interprétation ou à l'application des normes du droit international, le rôle des organisations internationales est de plus en plus incontournable. L'OACI constitue à cet égard l'exemple de ces organisations dans le domaine aérien, notamment sur le plan du règlement politique. L'OACI joue le rôle d'une vraie agora universelle de négociation du fait aérien international et par conséquent d'apaisement des tensions qui en naissent. Cependant, le rôle de l'OACI s'efface nettement dans le domaine du règlement juridique des différends internationaux. Notre troisième hypothèse de recherche consiste donc à penser que la défaillance de la fonction juridictionnelle de l'OACI, et conséquemment la fragmentation du système de règlement des différends aériens internationaux, est due au caractère politique de son conseil. Il s'agit en effet d'un organe permanent, composé de 36 représentants d'États membres auxquels est dévolue la tâche de régler des différends internationaux.
Aucune disposition conventionnelle ne fixe cependant les conditions d'exercice de la fonction juridictionnelle de ses représentants, ni d'ailleurs les exigences de compétence juridique ou d'impartialité. Dans plusieurs différends soumis au Conseil, les représentants ont demandé d'ajourner les délibérations en attendant qu'ils puissent recevoir les instructions de leur gouvernement. L'idée d'une instance internationale vouée au règlement impartial des litiges sur la base de la règle de droit, comme prévu par son texte fondateur, a fini par s'incliner devant un fonctionnement politique calculateur de la distribution des rapports de force sur la scène mondiale. La conjonction de ces trois facteurs, que nous formulons dans le cadre de trois hypothèses de recherche, explique, à notre sens, l'état de fragmentation du système de règlement des différends aériens internationaux. Pour étudier cette question, nous privilégions une approche systémique. En fait, l'expression « règlement des différends » possède une double acception selon qu'il s'agit d'un sens large ou étroit. Dans un sens étroit, elle renvoie au moment précis qui oblitère la fin d'un désaccord sur un point de droit ou de fait entre deux ou plusieurs parties. Dire qu'un différend est sanctionné par un règlement nous informe d'abord sur l'existence positive d'une solution et la fin du désaccord. Ce sens renvoie donc à la solution elle-même et permet d'examiner l'organe de règlement et la nature de l'antagonisme entre les parties. Cependant, dans un sens large, cette expression évoque un processus systémique, un déroulement causal composé d'étapes distinctes partant de la genèse du différend jusqu'à son aboutissement. Approcher ainsi le contentieux international permet d'inclure dans l'étude des différends des dimensions juridiques et extra-juridiques, contextuelles, fondamentales. Considérer la nature particulière du système international, de ses contraintes et de ses limites, mais aussi de ses possibilités, permet d'ajuster les règlements aux réalités du système international. Dans le cadre de cette approche, nous nous consacrons dans une première partie à un exercice de contextualisation, titre 1, des différends aériens internationaux, c'est-à-dire à l'étude des contextes généraux, chapitre 1 et juridiques, chapitre 2, qui encadrent leur naissance. Cela nous amènera ensuite à étudier les modalités de règlement proprement dit, titre 2, tant dans le cadre chapitre 3, que hors du cadre chapitre 4 de l'OACI. Dans une seconde partie, nous envisagerons d'étudier les perspectives d'unification du système. Cela touchera en premier lieu le niveau conceptuel, titre 3. On cherchera alors à classer les différends aériens internationaux selon des critères précis et adaptés à l'aviation civile, à savoir le critère de la matière du différend, chapitre 5, et celui de l'organe de règlement, chapitre 6. En second lieu, nous examinerons l'opportunité de la mise en place d'une nouvelle juridiction aérienne internationale, titre 4, comme un moyen de dépolitisation, chapitre 7, et d'institutionnalisation, chapitre 8, du contentieux aérien international dans sa globalité. Cependant, avant d'aborder le propre du sujet, il convient d'apporter quelques précisions liminaires. La première concerne la notion de différend aérien international. Rappelons que la CPJI a défini dans son arrêt relatif à l'affaire du Mavromatis un différend comme une opposition sur un point de droit ou de fait, une contradiction, une opposition de thèse juridique ou d'intérêt entre deux personnes. Cette large définition nous intéresse tout particulièrement, dans la mesure où elle considère autant les dimensions juridiques et contextuelles des différends internationaux. Cela permettra de dépasser les simples lectures juridiques des différends aériens internationaux et d'inclure dans le champ de l'étude l'examen des divers contextes qui accompagnent leur naissance. Ainsi, par différend aérien international nous désignons tout différend, entendu dans le sens de la définition de la CPJI, se rapportant à l'utilisation d'un aéronef ou d'un espace aérien. La seconde précision se rapporte justement à la distinction entre utilisation de l'espace aérien et celle des aéronefs. Bien que l'essentiel des différends aériens internationaux naisse de l'utilisation des aéronefs au sein d'un espace aérien, cela n'est cependant pas toujours vrai. Des différends aériens internationaux peuvent naître sans utilisation d'aéronefs. C'est le cas des différends portant par exemple sur la souveraineté d'un État sur un espace aérien, ou sur l'implantation des zones d'interdiction de survol. La troisième précision concerne la notion d'espace aérien. Celui-ci constitue le support matériel d'exercice des compétences territoriales aériennes des États.
Analyser l'espace aérien d'un État revient d'autres termes à analyser le cadre spatial d'exercice des prérogatives de sa souveraineté aérienne. Or, la définition même de cette notion, espace aérien, possède un caractère relatif. Un espace aérien n'est pas défini par rapport à ses qualités intrinsèques, mais par rapport aux qualités des espaces terrestres et maritimes qu'il surplombe. L'article 1er de la Convention de Chicago dispose à cet égard que les États contractants reconnaissent que chaque État a la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien au-dessus de son territoire, et son article 2 ajoute qu'il faut entendre par territoire d'un État les régions terrestres et les eaux territoriales y adjacentes qui se trouvent sous la souveraineté, la suzeraineté, la protection ou le mandat dudit État. La mise en relation de l'espace aérien avec les espaces terrestres et maritimes surplombés implique que tout différent territorial international, terrestre ou maritime, possède nécessairement une composante aérienne consubstantielle. D'où la nécessité de distinguer entre utilisation d'un aéronef et utilisation d'un espace aérien dans la définition des différends aériens internationaux. De plus, le régime juridique international de la navigation des aéronefs demeure un régime partiel en ce qu'il n'aborde que les aspects aéronautiques techniques. Les considérations économiques de l'aviation civile continuent de partager les États entre libéralisme et protectionnisme. L'absence d'un régime juridique commun est source de conflictualité internationale qu'il convient de distinguer des conflits aériens territoriaux. La quatrième précision que nous apportons est d'ordre sémantique. Nous emploierons en effet les termes différents aériens et différents relatifs à l'aviation civile, sans distinction. Nous nous limitons dans cet ouvrage aux différents qui concernent au moins l'utilisation d'un aéronef civil, et ce au sens de l'article 3 de la Convention de Chicago qui dispose que la présente convention s'applique uniquement aux aéronefs civils et ne s'applique pas aux aéronefs d'État. Les aéronefs d'État étant ceux utilisés dans des services militaires, de douane ou de police. Première partie, un système de règlement fragmentaire. Le besoin de réglementer les relations aériennes internationales s'est manifesté depuis que les aéronefs ont commencé à survoler les frontières géopolitiques des États. Les rédacteurs des deux conventions internationales les plus importantes en matière aérienne, Paris 1919 et Chicago 1944, se sont très tôt rendus compte de cette dimension transfrontalière et plus tard internationale, de l'aviation civile qui fait que sa régulation juridique est nécessairement une question internationale. Remarquons de plus que le hasard de l'histoire a recoupé l'essor de l'aviation civile mondiale à l'aube du phénomène institutionnel international, et ce au lendemain du second conflit mondial. Phénomène qui traduit, au demeurant, la volonté de l'humanité de dépasser les atrocités des guerres et de construire une paix durable, par le droit, au sein d'institutions internationales de coordination de l'action interétatique. L'aviation civile s'est ainsi rapidement pu se développer dans un cadre à la fois institutionnel, mais également international dont l'OACI, Organisation de l'aviation civile internationale, en constitue la meilleure incarnation. L'ordre juridique ainsi instauré s'est voulu, dès ses débuts, global en ce qu'il aborde à la fois les aspects normatifs et juridictionnels de l'aviation civile. Le droit international aérien, DIA, se coordonne multilatéralement avant de s'opposer aux États, et le règlement des différends aériens internationaux est rendu possible grâce au mécanisme juridictionnel de l'OACI. Cependant, et malgré tous ces développements, les différends aériens internationaux prolifèrent continuellement autour de problématiques complexes et récurrentes face auxquelles l'action de l'OACI paraît peu efficiente. La composition de son organe directeur, le Conseil, à qui est dévolue la fonction du règlement pacifique de ces différends est assez problématique. Les membres y sont discrétionnairement désignés par les États membres, au profit de qui ils rendent compte de leur action et non à l'organisation. Les différends aériens internationaux ne se règlent pas au sein du Conseil sur la base du droit ou d'une certaine idée de la justice, mais sur la base de l'opportunisme politique, de l'équilibre et de la distribution des rapports de puissance entre une minorité d'États le constituant. Cela conduit, in fine, au foisonnement d'une multitude de juridictions internationales s'estimant compétentes dans le domaine aérien aux dépens d'une atomisation du système de règlement. L'idée de base fondatrice de la Convention de Chicago
reposant sur la création d'une institution internationale consacrée à la régulation de l'aviation civile dans tous ses aspects normatifs, techniques et juridictionnels, s'avère alors contestable, voire qu'elle participe à la fragmentation de l'ordre normatif aérien international. Alors que cette idée se fonde sur la coordination interétatique du DIA et le règlement des différends aériens au sein d'une même et unique institution internationale spécialisée, elle conduit, sous l'effet du caractère politique du Conseil, à un système juridique fragmentaire. La fragmentation touche d'abord le niveau juridictionnel puisque face à un différend particulier, une multitude de juridictions se réclament compétentes, et ce sans une coordination préalable de leur action. Cela conduit à l'apparition d'une jurisprudence hétérogène et instable, voire occasionnellement contradictoire. La fragmentation touche ensuite le niveau normatif vu que la fonction d'interprétation du DIA par des juridictions hétérogènes lors d'un différend aérien international risque de donner des sens divergents à une même règle de droit. Analyser les causes de la fragmentation du contentieux international aérien offre la possibilité de comprendre les causes de la fragmentation du système juridique dans sa globalité. Cela nous permettra de proposer des solutions pour en réduire les effets et accroître les chances d'unification de l'ordre normatif aérien international. Aussi, convient-il avant d'envisager l'étude du contentieux aérien international proprement dite, titre 2, tant au sein chapitre 3, qu'en dehors de l'OACI, chapitre 3, d'examiner en amont le contexte de naissance des différends aériens internationaux, titre 1, aussi bien général, chapitre 1, que normatif, chapitre 2. Titre 1, Genèse des différends aériens internationaux. La société internationale a réalisé de considérables progrès depuis la fin du Second conflit mondial, en matière de règlement pacifique des différends internationaux, notamment aériens. En témoigne la multiplication des juridictions compétentes en la matière, Conseil de l'OACI, organe de règlement des différends de l'OMC, CIRDI, et les divers accords aériens internationaux, accords relatifs au commerce des aéronefs civils, règlement de l'OACI pour la solution des litiges, Convention de Chicago. En dépit de ces progrès, l'aviation civile continue d'être productrice de différends en ce sens que leur nombre n'a cessé d'augmenter et leur substance touche des questions de plus en plus complexes. Délimitation des espaces aériens souverains, partage inéquitable des routes aériennes et des fréquences de desserte, questions environnementales, questions aéronautiques techniques, sécuritaires, responsabilités liées aux accidents aériens, etc. Ces questions sont certes liées à l'aviation civile internationale, elles renvoient en même temps à des domaines distincts de l'activité humaine internationale ou en d'autres termes à des contextes différents. L'étude de la notion de contexte présente un double intérêt dans le domaine du règlement des différends internationaux. Elle permet d'abord, sur une micro-échelle relative à un litige particulier, de le qualifier comme étant économique, territorial, environnemental, technique ou encore sécuritaire. Cela participe à la détermination du droit applicable et de la juridiction compétente. Les différends économiques, par exemple, sont généralement issus de l'interprétation des normes du droit international économique et relèvent de la compétence d'institutions juridictionnelles économiques comme l'organe de règlement des différends de l'OMC ou le CIRDI, tandis que les différends territoriaux autour de la souveraineté des États sur les espaces aériens relèvent davantage de la compétence de la Cour internationale de justice, CIJ, ou du Conseil de l'OACI en interprétation du DIA. L'étude du contexte est ensuite intéressante sur une macro-échelle représentative de l'ensemble des différends internationaux. Recueillir des résultats élémentaires issus de l'étude de chaque différend particulier, et les classer ensuite en fonction des contextes permet d'aboutir à des conclusions globales et à des règles générales. Ceci permet de conclure par exemple que les litiges économiques se règlent plus facilement à travers les arbitrages ad hoc, alors que les litiges politiques nécessitent un cadre judiciaire permanent. Cependant, il importe de remarquer que l'expression « contexte du différend » présente une certaine imprécision sémantique. Affirmer qu'un différend est d'ordre territorial par exemple est peu précis, car rien n'est totalement territorial, économique, environnemental ou sécuritaire. Chaque différend peut évoquer à l'unisson toutes ces dimensions, mais à des niveaux plus ou moins importants. Néanmoins, lorsque nous employons l'expression « contexte d'un différend »,
nous cherchons à soulever sa dimension dominante, l'aspect marquant des relations et du droit international qui s'impose le plus. Nous qualifierons par exemple d'économique les différends relatifs au commerce d'aéronefs ou à la définition des capacités et des fréquences sur les lignes aériennes. Cela n'empêche pas que ces différends possèdent des dimensions politiques ou sécuritaires, mais la dimension économique l'emporte. Il s'agirait par exemple d'interpréter un accord commercial par une juridiction telle que l'organe de règlement de l'OMC. Cela est valable pour le contexte économique, politique, territorial, sécuritaire, technique ou environnemental et il advient de la sorte possible de construire une idée sur la capacité de chaque contexte à produire des différends internationaux. En d'autres termes, il advient possible d'évaluer son potentiel litigieux. Cette première étape nous paraît fondamentale en ce qu'elle nous permettra d'analyser dans un deuxième temps la pertinence des mécanismes de règlement liés à chaque contexte. L'effectivité des mécanismes de règlement des différends internationaux est sans doute une question d'acceptabilité des solutions par les justiciables. Ces mécanismes nécessitent bien plus que de la simple création des institutions juridictionnelles et des règles de droit. Encore faut-il qu'elles soient adaptées aux besoins des justiciables. L'étude des mécanismes de règlement des différends aériens internationaux nécessite de ce fait d'être précédée par un examen des acteurs internationaux concernés, États, organisations internationales, constructeurs aéronautiques, fournisseurs de services ou encore associations de familles de victimes d'accidents aériens, de leurs capacités et leurs objectifs. Chapitre 1. Contextualisation générale des différends aériens internationaux. Par contextualisation des différends aériens internationaux, nous entendons les situer dans le cadre des relations internationales générales et les étudier principalement comme un phénomène social et non uniquement comme un simple phénomène juridique. En effet, l'analyse strictement juridique des différends aériens internationaux, limitée à l'interprétation ou à l'application des règles de droit, peut déboucher sur une description des faits litigieux, de leur déroulement ou sur l'appréciation des décisions des juges. Lorsque cette analyse est précédée d'une considération des multiples contextes qui déterminent le comportement des acteurs, leurs motivations, leur puissance et leurs moyens, cette conception conduira, nous le pensons, à des résultats plus conformes à la réalité. À cet égard, plusieurs contextes sont concernés. Les différends aériens internationaux sont d'abord issus du déroulement de relations économiques liées au transport international de passagers et de fret, au commerce d'aéronefs et des services aériens ou encore à l'industrie aéronautique. Ces différends possèdent également une dimension politique. Les droits de trafic, de transit et d'atterrissage sont des droits souverains échangés discrétionnairement entre États dans le cadre de leur politique étrangère. La dimension environnementale est aussi, et de plus en plus, fort présente. Des questions comme la réduction des émissions de gaz à effet de serre d'origine aéronautique, de la pollution émanant des activités aéroportuaires et des nuisances sonores, ne peuvent plus être ignorées. Les différends aériens internationaux possèdent en outre une dimension technologique, liée à la notion de sécurité aérienne. L'emploi des systèmes de communication solaire, de surveillance radar et des équipements de navigation à bord des avions impactent directement la sécurité des vols. L'emploi de la technologie peut ainsi conduire à des différends aériens particulièrement complexes, notamment à la suite des accidents aériens. Les différends aériens internationaux possèdent enfin une dimension juridique. Le droit international constitue un agent de régulation et un enjeu des relations aériennes internationales. Le droit peut ainsi occasionner des différends aériens juridiques autour de son interprétation ou de son application. La conjonction de tous ces contextes interdit la normalisation du règlement des différends aériens internationaux. Les solutions proposées ne peuvent être uniformes, mais varient selon qu'il s'agit d'un différend économique, politique, environnemental ou technologique. Afin d'examiner ces contextes, il nous paraît judicieux d'étudier la construction de l'ordre normatif aérien international au sein duquel ils interagissent. Cet ordre s'est mis en place depuis la conclusion des conventions de Paris en 1919 et de Chicago en 1944. Il s'est ensuite peu à peu adapté aux différentes situations politiques et économiques, et aux exigences sécuritaires, environnementales et techniques.
Un constat mérite toutefois d'être fait, c'est que cet ordre fonctionne à deux vitesses, bilatéral section 1 et multilatéral section 2. Section 1. Le bilatéralisme universel. Les conventions de Paris et Chicago se font souvent qualifier comme étant partielles en ce qu'elles n'abordent essentiellement que les considérations techniques de l'aviation civile, et très peu les considérations économiques qui demeurent jusqu'à nos jours, régulées par un système généralisé d'accords bilatéraux, négociés au coup par coup entre États. Des accords influencés cependant par deux modèles économiques et juridiques principaux, Bermudes 1 et Post-Bermudes 2. 1. Bermudie, prélude du régime bilatéral. Par opposition au multilatéralisme qui consiste pour les États à élaborer collectivement les règles régissant leurs relations et à conduire des politiques concertées, le bilatéralisme constitue un mode de régulation dans lequel chaque État négocie des arrangements particuliers avec chacun de ses partenaires pris un à un. L'étude des régimes bilatéral et multilatéral de régulation des relations internationales est particulièrement intéressante en ce sens qu'elle permet d'apprécier le niveau d'intégration et de coopération internationale. Le système international serait alors d'autant plus intégré qu'il retient l'adhésion d'un plus grand nombre d'acteurs internationaux. Cette étude peut être abordée sous différents angles parmi lesquels l'angle sociologique qui consiste à considérer les faits internationaux, et les faits aériens internationaux notamment, comme des faits sociaux se rapportant à l'analyse des acteurs, de leur puissance, de leurs objectifs, leurs moyens et surtout des déterminants qui affectent le comportement de ces acteurs internationaux. Un des déterminants fondamentaux du comportement des acteurs internationaux est celui de la structure du milieu international. Celui-ci s'organise en effet selon une structure binaire composée d'un centre et d'une périphérie. La centralité n'est pas entendue au sens géographique du terme, mais dans le sens de la concentration d'un certain nombre de facteurs dits de puissance, ressources matérielles, économie, forces militaires, technologie, qui font que les États qui en sont détenteurs se positionnent au centre du système international. Les autres États se positionnent alors à sa périphérie. Les relations internationales sont ainsi dominées par des rapports de dépendance et de sujétion entre un centre puissant, décideur, et une périphérie dépendante et dépourvue de pouvoir. La structure centre-périphérie est reprise, sous une forme différente, par l'école réaliste des relations internationales. Elle considère que ces relations sont dominées par une oligarchie d'États, assez puissante pour diriger le monde. Le milieu international est en effet un milieu profondément anarchique, caractérisé par l'absence d'un pouvoir central transcendant les acteurs internationaux, à l'image du pouvoir central interne aux États. Ceux-ci s'organisent politiquement autour d'un pouvoir central possédant le monopole de la violence légitime. C'est l'État, quelle qu'en soit sa forme constitutionnelle, unitaire, fédérale ou confédérale, qui crée le droit, vérifie son application et sanctionne les sujets qui en violent les dispositions. Dans le milieu international, cette fonction n'est remplie par aucun acteur. Il n'y a pas de gouvernement mondial ni de police mondiale, un corps sans tête. Les États sont souverains, égaux et ne sont subordonnés, du moins de par le droit, à aucune instance supranationale. L'absence de supranationalité de droit ne signifie pas absence de supranationalité dans les faits. Les États n'ont pas tous les mêmes moyens ni les mêmes puissances. Leurs inégalités font qu'une minorité d'entre eux, ou une oligarchie, équivalent du centre dans l'école sociologique, joue un rôle plus important que le reste des États, la périphérie. L'oligarchie n'est pas l'équivalent d'un pouvoir central sur le plan international, elle remplit cependant quelques-unes de ses fonctions. C'est donc la puissance des États qui détermine leur position dans le système international. Les plus puissants se positionnent comme des oligarques au centre du système, et les moins puissants sont relégués en périphérie. Les États sont avant tout des acteurs rationnels et calculateurs qui cherchent d'abord à satisfaire leurs intérêts particuliers et égoïstes au sein d'un milieu anarchique. Certes, les notions de morale, d'éthique ou d'intérêt commun de l'humanité déterminent aussi le comportement des États, mais à moindre égard. Ceux-ci agissent dans une quête permanente de puissance et de satisfaction de leurs intérêts particuliers et égoïstes. Dans sa définition, la notion de puissance repose sur un certain nombre de facteurs matériels parmi lesquels le facteur territorial.
De par son importance géopolitique et les ressources matérielles qu'il procure, le territoire occupe une place importante dans les relations internationales. Un État est d'autant plus puissant qu'il possède un territoire plus vaste, plus stratégique et plus riche en ressources. La mondialisation a certes contribué dans la réduction de l'importance stratégique de la notion de territoire compte tenu de l'apparition d'acteurs non étatiques nouveaux, ONG et entreprises multinationales, et l'augmentation des interdépendances entre grands États et petits États. Ceci n'empêche cependant pas que la notion de territoire constitue toujours une source principale de convoitises et de tensions internationales. Le territoire d'un État comprend une composante terrestre, le sol et le sous-sol, une composante maritime, la mer territoriale et son sous-sol, et depuis la Convention de Paris une composante aérienne. L'article 1er de cette convention dispose que chaque État détient la souveraineté complète et exclusive sur l'espace aérien situé au-dessus de son territoire. L'apport juridique de cet article peut paraître d'une évidence triviale, car quoi de plus naturel que d'exercer des prérogatives de souveraineté sur un espace aérien national? Pourtant, l'adoption de cet article a suscité beaucoup de débats lors des travaux préparatoires de la Convention de Paris à cause de l'influence manifeste du droit de la mer et de son principe cardinal de liberté de la navigation. En effet, lorsque les rédacteurs de la Convention de Paris se sont penchés pour la première fois de l'histoire sur la question du statut juridique de l'espace aérien, une des conceptions considérait cet espace un peu comme l'espace maritime, c'est-à-dire un espace de libre navigation. Cela implique donc que les aéronefs peuvent librement survoler les territoires des États, chose qui paraît difficile à faire admettre dans une période qui suit un conflit mondial. En adoptant l'article 1er, les États signataires de la Convention de Paris ont étendu pour la première fois de l'histoire leurs prérogatives souveraines à l'espace aérien, avec toutes les conséquences juridiques et politiques que cela entraîne. Sur le plan juridique, l'espace aérien s'administre au même titre que les espaces terrestres et maritimes et supporte alors les mêmes problématiques juridiques. Toute atteinte à l'espace aérien national constitue ainsi une atteinte à la souveraineté de l'État. Sur le plan politique, parmi les signataires de la Convention, figurent les principales puissances colonialistes du début du XXe siècle, l'Empire britannique, la France, l'Espagne, le Portugal, la Belgique, la Hollande, l'Italie, la Russie, les États-Unis et le Japon. Ces États, tous rassemblés, ont sous leur contrôle un important espace territorial mondial, devenu plus important encore, sur le plan vertical, si l'on considère l'immensité de l'espace aérien rattaché. Une minorité d'États signataires de la Convention dominent alors les relations aériennes internationales, structurées depuis lors sur le modèle centre-périphérie. Les États de la périphérie sont à cette époque soit colonisés par les États les plus puissants, soit totalement en marge des relations aériennes internationales. La Convention de Paris a certes institué un nouvel ordre juridique de régulation de l'aviation civile. Elle a toutefois cristallisé le caractère oligarchique d'une minorité d'États dans les relations internationales. Cette époque est également marquée par l'émergence de la doctrine idéaliste wilsonienne et des théories sur la paix perpétuelle et la sécurité collective. L'influence de cette doctrine sur le système international moderne est manifeste. Elle a favorisé par exemple la mise en place du système de la Société des Nations. Pourtant, en dépit de cette influence, elle n'a pas pu éliminer la naissance des différends aériens internationaux. L'absence de hiérarchie de droit dans l'ordre international conjuguée au fort potentiel litigieux de l'aviation civile fait qu'elle présente une certaine propension à la conflictualisation des relations aériennes. Ainsi, la fin des années 20 connaîtra l'apparition des premières divergences entre États du centre, pour aboutir au début des années 30 à la distinction de deux blocs idéologiques, européens et américains, défendant chacun des visions idéologiques, économiques et juridiques différentes. Pour les Européens, plus précisément pour la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique et les Pays-Bas, l'aviation civile doit d'abord se réguler comme une activité publique à travers la mise en place de transporteurs nationaux de droit public, détenus exclusivement ou majoritairement par les gouvernements et dirigés vers la satisfaction des intérêts nationaux. Les Américains défendent au contraire l'idée de la création de compagnies aériennes de droit privé, détentrices de pouvoirs décisionnels autonomes par rapport au gouvernement et orientées vers la recherche du profit.
Les divergences entre protectionnisme européen et libéralisme américain deviennent très importantes avec le temps et conduisent dans la période de l'entre-deux-guerres à l'apparition d'un marché mondial fortement concurrentiel et corollairement générateur de conflits. Le trafic de passagers connaît par ailleurs sous l'effet de cette concurrence une nette croissance, et la nature de l'activité aérienne mondiale évolue d'une simple activité aéropostale vers une activité de transport organisé. Les litiges aériens internationaux génèrent alors, en plus des questions traditionnelles, de nouvelles questions complexes de responsabilité du transporteur ou d'échange de droits de trafic entre États. À cette période, l'aviation civile en est encore à ses débuts. Pourtant les éléments constitutifs des germes de conflits internationaux sont d'ores et déjà réunis. L'activité aérienne s'est développée sur la base d'un antagonisme doctrinal, opposant libéralisme américain au protectionnisme européen. Ceci réduit les chances d'aboutir à un ordre juridique commun de régulation de l'aviation civile dans tous ses aspects, au sein duquel des règles communes pourraient s'appliquer uniformément au sujet de droit. Cette situation s'est davantage aggravée avec l'émergence de l'Allemagne nazie en 1933 et l'éclatement de la Deuxième Guerre mondiale. L'industrie aéronautique européenne s'oriente alors peu à peu vers la production d'avions militaires, justifiée par les besoins sécuritaires, et son aviation commerciale enregistre une nette baisse de son activité. De l'autre côté de l'Atlantique, l'aviation américaine continue de prospérer loin des hostilités. En effet, les capacités techniques des aéronefs allemands de l'époque ne permettent pas de franchir l'océan Atlantique sans effectuer plusieurs escales techniques pour se ravitailler. Les Américains ne rentrent alors que très tard en guerre à la suite des attaques de Pearl Harbor, et leur aviation civile profite d'un exceptionnel environnement de paix pour dépasser l'aviation civile européenne tant sur le plan technique que sur le plan économique. Cette période connaît par exemple la création d'une institution américaine centrale, l'Autorité pour la régulation de l'aéronautique civile, réformée plus tard pour devenir le Conseil de l'aéronautique civile, CAB, Civil Aeronautical Board. Jusqu'à la fin des années 70, avant la dérégulation du transport aérien par le président Carter, cette institution conditionne l'ensemble des relations aériennes américaines et par ricochet, les relations aériennes internationales. Le CAB était la seule institution américaine dépositaire de pouvoir d'assignation des routes et des fréquences de desserte sur les lignes aériennes desservant les États-Unis. Une autre décision américaine importante est prise à cette époque. À travers son Airmail Act de 1934, le législateur américain interdit à ses constructeurs aéronautiques nationaux de posséder des actions ou d'exercer un contrôle sur les compagnies aériennes. Bien qu'un tel acte puisse s'apparenter à une mesure économique anticoncurrentielle, son objet est autre. Les États-Unis cherchent en effet à empêcher l'émergence de constructeurs transporteurs qui équiperaient leur flotte plutôt par leur propre construction que par les avions les plus sûrs. La construction aéronautique américaine ne s'oriente pas uniquement vers la production massive, mais également vers la production d'avions sûrs qui, en sillonnant les routes aériennes à travers le monde, enracine l'image de la supériorité aéronautique américaine. Rehausser le niveau de sécurité des avions permet en outre de réduire les probabilités d'occurrence de différends internationaux, naissant suite à des accidents aériens. Il s'agit en l'espèce d'un genre particulier de différends internationaux, pouvant occasionner des problématiques juridiques complexes liées aux questions de responsabilités internationales, d'indemnisation et d'assurance que l'on aura l'occasion d'examiner plus loin. En plus de leurs lourdes charges financières, ces différends impliquent des conséquences non négligeables sur la crédibilité et l'image des constructeurs aéronautiques et des transporteurs aériens. Les compagnies aériennes cotées en bourse et mises en cause dans des accidents aériens voient souvent le cours de leur action chuter. L'accident de la 320 de la Germanwings du 24 mars 2015 par exemple a été suivi par une baisse immédiate de 7% du cours de la Lufthansa dont Germanwings est la filiale low-cost, une heure après l'accident, celui d'Airbus de 4% entre 11h20 et 11h50 le même jour. Lorsque la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, plusieurs États expriment le besoin de négocier un nouveau cadre juridique mondial pour l'aviation civile. Ainsi, sous l'impulsion des États-Unis, 52 États prennent part en novembre 1944 aux travaux préparatoires d'une nouvelle convention qui portera plus tard,
le nom de Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale. La volonté de dépasser l'atrocité des guerres récentes a considérablement facilité la tenue de ces travaux, mais pas au point d'empêcher la régénérescence des divergences doctrinales antérieures sur la nature de l'ordre juridique à mettre en place. Des divergences devenues encore plus marquées compte tenu de deux raisons essentielles. Les Américains possèdent d'une part une industrie aéronautique devançant largement celle des Européens, encore affaiblie par les effets de la guerre. La capacité de production de l'industrie américaine nécessite bien évidemment un marché libéral exempt des barrières étatiques pour son développement. D'autre part, il possède maintenant une flotte massive d'avions militaires long courrier immédiatement convertibles en transport civil. Les compagnies aériennes américaines peuvent ainsi conquérir le marché mondial sans se soucier de la concurrence étrangère. Ces deux raisons expliquent le positionnement des États-Unis comme première puissance aérienne mondiale préoccupée d'étendre son hégémonie à travers la nouvelle institution juridique internationale. La marge de manœuvre laissée aux États européens pour la négociation des termes de la Convention est de ce fait limitée. Ceux-ci ne disposent, lors des travaux préparatoires, que de leurs attributs souverains protectionnistes pour réduire les effets de l'expansionnisme américain. Le professeur Cott écrit à ce sujet : des 5 libertés de l'air que les États-Unis souhaitaient voir reconnaître, seules les 2 libertés de caractère technique furent proclamées dans l'accord relatif au transit des services aériens internationaux. Le centre des relations aériennes internationales est à cette époque toujours constitué, à quelques exceptions près, des mêmes États européens aux côtés des États-Unis. Les rapports intrinsèques du centre deviennent toutefois plus déséquilibrés en faveur des Américains. La question de l'élimination des barrières tarifaires et non tarifaires n'étant pas réglée, entraîne un climat de tension entre les parties. D'un côté se trouvent les États-Unis déterminés à mettre en place un système international où les transporteurs aériens possèdent des droits libres sur les routes aériennes et où seul le marché fixe les capacités, fréquences et tarifs des services. De l'autre côté, les États européens, le Royaume-Uni en tête, continuent de défendre une vision protectionniste des relations aériennes internationales. Les Européens s'orientent alors vers la création d'une institution de régulation du marché mondial, au sein de laquelle ils sont équitablement représentés aux côtés des États-Unis. L'argumentaire européen repose sur la promotion du courant institutionnaliste international, ONU, OACI, institution de Bretton Woods, etc., présenté comme le meilleur moyen de lutte contre la prolifération de l'arme nucléaire dans une communauté internationale encore sous le choc des bombes lancées sur Hiroshima et Nagasaki. La Convention de Chicago est finalement signée sans que les deux positions puissent se concilier. Les parties se sont néanmoins mises d'accord sur une régulation multilatérale des aspects techniques de l'aviation civile, sans traiter les aspects économiques. Seules les 2 premières libertés de l'air sont adoptées à la majorité absolue sur les 5 proposées, à savoir la liberté de transiter à travers les espaces aériens souverains des États signataires, et la liberté de faire des escales pour des raisons techniques et non commerciales. On ne manquera pas de remarquer que ces libertés ne figurent pas dans le texte de la Convention de Chicago elle-même, mais dans le texte de 2 autres accords dits de transit et de transport aérien, signés le même jour, soit le 7 décembre 1944. Les participants aux travaux préparatoires de la Convention de Chicago espèrent créer une seule autorité mondiale de l'air responsable aussi bien des aspects techniques de l'aviation civile, sécurité des vols, navigation aérienne, télécommunications aéronautiques, etc., que des aspects économiques, définition des routes aériennes, fréquences, tarifs et capacités, mais seul le premier volet se concrétise à travers l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI. Michael Milde note que la Convention de Chicago conduit à la création d'une organisation internationale, avec de larges pouvoirs quasi-législatifs et exécutifs dans le domaine technique, mais uniquement un pouvoir consultatif dans la sphère économique. Est également créée en avril 1946 une autre institution internationale portant le nom d'IATA, International Air Transport Association. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale qui défend les intérêts des compagnies aériennes exerçant éventuellement, par l'intermédiaire de ses membres, dont beaucoup sont des sociétés à caractère semi-public, une pression sur les gouvernements,
en faveur de la ratification des conventions internationales. Les États-Unis, insatisfaits des résultats obtenus à Chicago, entament une série de négociations avec plusieurs États, toujours dans l'objectif de libéraliser le marché aérien mondial. L'idée est d'instaurer progressivement la logique libérale en démontrant sa faisabilité et sa rentabilité économique, à travers la conclusion d'un nombre réduit d'accords, avant de la diffuser sous la forme d'une convention multilatérale générale. La Grande-Bretagne se présente à ce moment-là comme l'État type, avec qui il est nécessaire de conclure le premier accord aérien bilatéral. L'immensité du territoire de l'Empire britannique motive évidemment un tel choix, car s'ils viennent à refuser l'accord, les Britanniques peuvent bloquer l'accès des États-Unis à un grand espace international nécessaire au développement de leur transport aérien. Un accord est alors trouvé portant le nom d'accord des Bermudes I, relatif aux services aériens entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Son intérêt historique réside dans le fait qu'il réussit pour la première fois à trouver un compromis entre deux doctrines foncièrement divergentes, libérale et protectionniste. Une réussite qui finit par lui octroyer un réel caractère d'accord standard. Le modèle bermudien des accords aériens est reproduit durant les 30 années qui suivent sa conclusion par la quasi-totalité des accords bilatéraux des États-Unis, 75 accords au total, ainsi que par les centaines d'accords aériens conclus un peu partout dans le monde. Il permet par exemple de dépasser l'éternel désaccord relatif à la question de la fixation des prix en ce qu'elle est entièrement dévolue à l'IATA, organisation représentant les intérêts des transporteurs aériens. Cette solution se positionne au juste milieu entre un système protectionniste dans lequel les États définissent les prix de façon discrétionnaire, et un système libéral dépendant des lois du marché. En outre, tout en donnant aux compagnies aériennes la possibilité de définir les capacités de desserte, l'accord impose le respect de 3 principes essentiels. Corrélation entre capacité et demande du marché, partage équitable du droit d'opérer sur les routes aériennes désignées et non-compromission des intérêts des États tiers. La reproduction massive de l'accord Bermudi finit par remplacer le multilatéralisme partiel de Chicago par une forme hybride de régulation normative, en ce sens qu'on se trouve en présence d'un bilatéralisme universel qui, bien que ne produisant des effets de droit que sur les parties signataires, génère des effets découlant de la similarité universelle des clauses. Tout le monde, ou presque, organise le transport aérien dans les mêmes conditions. La séparation manichéenne entre deux régimes juridiques de régulation, multilatéral et bilatéral, devient ainsi moins perceptible dans la mesure où le bilatéralisme tend à s'approprier le caractère universel du multilatéralisme. L'expansion du bilatéralisme aérien connaît, sous l'effet du nouvel accord, un rythme très soutenu particulièrement dans la période 1945 à 1962, et conduit à la création de plusieurs routes aériennes nouvelles vers l'Europe, l'Afrique et l'Asie. L'ardeur américaine à l'exploration de nouveaux marchés, conjuguée à une compétition mondiale intense, conduit les États-Unis dans la période 1962 à 1975 à engager. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.